A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahlan wa sahlan. Vous êtes naturellement la bienvenue à l'occasion de votre émission Grand Angle. Grand Angle, c'est également ce programme hebdomadaire qui se propose d'accompagner nos téléspectateurs pour les questions d'actualité sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Voilà. Et donc, ce soir, nous avons donc prévu un thème on va dire, très en phase avec l'actualité. Alors, il ne se passe plus une semaine, un mois, sans que l'actualité ne soit secouée par des faits divers sur les réseaux sociaux, où on voit des élèves, nos apprenants, des lycées, collèges, dans des scènes surréalistes, soit en train de s'adonner à des activités à caractère sexuel, ou alors des actes de violence, ou alors des actes en rapport avec la consommation des stupéfiants. Bref, le tableau n'est pas du tout reluisant. Alors, en dernière date, nous avons eu l'affaire Warren, mais également les élèves du lycée d'État qui se sont illustrés négativement par des rixes, mais également des élèves du lycée Mabillette, je pense, voilà, et qui a d'ailleurs occasionné l'emprisonnement de ces derniers. Voilà, donc, ajouté à cela, si on met à côté les faits de consommation de stupéfiants, les violences scolaires, même également la chute vertigineuse du niveau des élèves, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir en fait qu'est-ce qui arrive au système éducatif gabonais, puisqu'il s'agit des élèves qui sont issus de ce système éducatif. Alors donc ce soir, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une fois de plus sur ce plateau d'illustres invités. Alors je vais commencer avec monsieur Moutangou Fabrice Anissé. Bonjour. Bonjour Monsieur Yves Bouka, voilà. Bonjour Monsieur Ngoumo. Je précise au passage que vous êtes donc maître de conférence CAMES en histoire économique et sociale, oui, mais également chef du département des sciences historiques à l'université Omar Bongo, c'est bien ça? C'est exactement ça, monsieur. Voilà, nous sommes donc heureux de vous revoir avec nous ce soir pour nous accompagner et donc traiter de cette actualité importante. C'est un plaisir partagé, Monsieur Yves. Je vous en prie. Alors, à ma gauche, Monsieur Privan Ngomo, l'apprentissage en apprentissage chez les sages, d'accord, mais également et surtout conseiller président de la République. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour débattre de cette thématique très importante en lien avec l'actualité. Bonsoir, monsieur Bobon. Bonsoir, monsieur Bouka. Et bonsoir, mon frère Moutangou. C'est un plaisir, toujours renouvelé, de pouvoir discuter des questions importantes. Et au TEP, à nos frères Kamites qui nous suivent à Libreville, au Gabon et dans le monde entier. Très bien. Parfait. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Alors, donc là, comme on le fait chaque semaine, nous nous appuyons sur des éléments audiovisuels pour pouvoir effectivement revenir et échanger sur un aspect lié à la thématique que nous avons choisie. Je précise au passage que la thématique, c'est bien quelle éducation et instruction pour la jeunesse gabonaise. Voilà. Donc, si la technique est prête, elle nous envoie le premier élément. La jeunesse est le temps qu'un être humain passe entre l'enfance et la vie adulte. Un temps qui est mis à profit pour façonner son image. Pour être un adulte modèle, le jeune a besoin du soutien de sa famille, de la société dans laquelle il évolue et des gouvernants, car comme le dit un adage bien connu, l'enfant est le fruit de son environnement. Au Gabon, depuis quelques années, une certaine catégorie de jeunes crie au secours, quand une autre partie s'illustre par des comportements blâmables qui interpellent sur la prise en charge de cette jeunesse depuis le cercle familial jusqu'à son insertion dans la société. Qui pour répondre? Au Gabon, des générations ont grandi avec le respect des règles et les interdits parentaux. C'est d'ailleurs grâce à ces balises que les adultes devenus ont fait la différence entre le bien et le mal et ont orienté leurs actes et leurs comportements. À cette époque, souvenez-vous, l'enfant appartenait à tout le monde. Poser un mauvais acte devant une tierce personne à l'intérieur comme à l'extérieur du cercle familial faisait tomber sur l'enfant des punitions et des corrections de tout le monde. Aujourd'hui, quel que soit l'acte posé par l'enfant, personne n'ose toucher par peur de représailles. Où va-t-on? Qui pour répondre?
Passer par les locaux de la police judiciaire, de la direction générale de la recherche ou par le tribunal de première instance de Libreville pour connaître le visage de la jeunesse gabonaise. Qui pour répondre? À l'heure des réseaux sociaux, la jeunesse a perdu pied car elle veut évoluer au rythme de la société occidentale, en copiant tout, je dis bien tout, démonstration. Qui pour répondre? Une chose est d'élever un enfant, une autre est de l'éduquer. Lui donner à manger par exemple est différent de servir de modèle en inculquant des valeurs culturelles qui relèvent de notre substrat. Or, c'est visiblement le contraire de ce que le commun des mortels observe ces derniers temps. Il suffit de passer par les réseaux sociaux pour recenser le nombre de dérives à l'actif de cette jeunesse. Vol, viol, braquage à main armée, consommation d'alcool et autres stupéfiants. Récemment, des exhibitions de seins, des mini-clips obscènes, tout cela à la barbe de la société qui se réfugie dans « on va encore faire comment ?» Ces vidéos ont circulé sur la toile et dans les téléphones portables durant plusieurs jours avant une réaction appropriée des autorités qui appellent les responsables des établissements à des sanctions. Mais sanctions contre qui et pourquoi? Quand on sait que le problème de la perte des valeurs de la jeunesse gabonaise est une question de fond. Qui peut trouver ses racines dans le déclin de la traditionnelle éducation collective, le débat sur la correction ou non de l'enfant et l'abandon de responsabilité des parents, la disparition des cours d'éducation civique et morale enseignés à l'école qui pourtant permettait à l'enfant d'intégrer certaines notions de civisme et de discipline. Autant de raisons, madame, monsieur, qui constituent des faisceaux d'indices expliquant l'absence d'un code moral pour jeunes et adultes d'aujourd'hui. Qui pour répondre? La mondialisation a clairement démontré que les enfants ne respectent les règles des parents qu'à la maison. Mais une fois que ces derniers sont hors de la maison, ils sont soumis à une multitude d'influences qui échappent parfois au contrôle des parents. L'école, la rue, les faits divers, le groupe d'amis, les réseaux sociaux, le voisinage. À une certaine époque encore, souvenez-vous, les parents autorisaient les enfants à regarder uniquement des émissions précises, à des heures bien spécifiques. Ils effectuaient une sélection de ce que leurs enfants pouvaient regarder et écouter. Mais aujourd'hui, l'enfant de 5 ans a un portable qu'il manipule seul. Peut-on seulement mesurer le danger que cela représente? Quelle est la responsabilité du parent finalement? Quelle est la responsabilité de la société? Quelle est la responsabilité de l'État? Qui pour répondre de cette déchéance de la jeunesse au Gabon? Jusqu'à quand va-t-on attendre avant de rectifier le tir? Car il s'agit de la même jeunesse qui prendra les rênes du pays demain. Voilà, vous avez bien suivi l'élément comme nous, voilà, un élément quand même assez poignant, avec un tas d'interrogations posées donc par les équipes des médias donc frères, donc Gabon Télévision, non, Gabon 24, voilà, merci, j'y arrive. Alors, je vais me tourner vers mes panélistes déjà pour le premier échange ou le premier tour de table par rapport à cette thématique. Voilà. Avant de rentrer dans les informations qui nous ont été donc ici présentées à travers cet élément, j'ai envie de demander d'abord à M. Moutangou, qui est quand même quelqu'un qui appartient au domaine de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, d'essayer un peu de nous poser un peu le cadre conceptuel en fait des deux principaux mots-clés donc de notre thématique éducation et instruction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là déjà parce que bon, il y a souvent on peut faire une espèce d'amalgame entre les deux concepts qui ne vont pas forcément dans le même sens, mais qui sont intimement et étroitement imbriqués. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci, Monsieur Bouka. D'abord, pour commencer, nous avons tous regardé le reportage, donc la capsule. C'est d'abord un sentiment, je vais d'abord exprimer un sentiment, c'est vraiment un sentiment de désolation. Désolation de ce que notre jeunesse se perd. Et cette jeunesse, comme l'a dit la journaliste à la fin du reportage, c'est cette jeunesse qui est censée prendre le relais. Mais c'est une jeunesse qui est en train de se perdre. Et cette perdition, c'est un danger pour notre société, pour notre pays. Parce que le pays ne va pas arrêter de vivre avec la génération qui est les adultes actuels. Il faut donc des jeunes qui prennent le relais. Mais quels sont ces jeunes qui deviendront adultes plus tard? À quel jeune aurons-nous affaire quand les anciens qui sont là et les moins, enfin ceux qui sont déjà en train d'être anciens lorsqu'ils partiront. Donc voici d'abord de but en blanc comme ça la question que je me pose à la suite de la journaliste. Mais
à côté de cela, vous avez soulevé deux concepts. Je crois il y a l'éducation et l'instruction. L'instruction. Oui, l'éducation, mais je veux dire, ce sont des concepts qui se rejoignent. L'instruction, on instruit des citoyens. On éduque parce qu'une société doit s'éduquer. Une société, il n'y a pas... Même dans les sociétés animales, il y a une certaine éducation, puisqu'il y a des chefs de meute, chacun a son rôle. Et les jeunes, dans les meutes d'animaux, les jeunes ont leur rôle à jouer. Les anciens doivent protéger les jeunes. Les jeunes se mettent à l'écoute des anciens parce que les jeunes finissent par devenir chefs de meute par la suite. Dans la société humaine, c'est la même chose. En principe, les jeunes doivent se mettre à l'écoute des anciens et surtout doivent apprendre. Apprendre pourquoi? Parce qu'on devient toujours... On a d'abord été jeune, on est bébé, et puis on est adolescent, et puis on est jeune adulte, et puis on est... Mais si on n'est pas bien formé, ou si on n'a pas la bonne approche de la vie, mais ça pose problème. Et donc, le sujet qui nous regroupe ici, mais il est très intéressant, mais surtout important pour l'avenir. Parce qu'en réalité, nous sommes en train d'interroger l'avenir. Que se passera-t-il avec la qualité de notre jeunesse actuelle? Très bien. Alors, je vais me tourner vers M. Ngomo et reposer la même question pour qu'il puisse nous poser un peu le cadre conceptuel en fait, des deux notions. Instruction et éducation, parce que souvent il y a un petit amalgame qui est fait ici, ou du moins nous préciser en quoi les deux notions se rejoignent. En fait, comme l'a dit Dr Mutango, ces notions sont très voisines. Mais voyez-vous, la langue française a ses subtilités. Et les Français se targuent d'avoir une langue très riche qu'il faut pouvoir comprendre, d'accord, à travers les différents éléments, parfois les nuances subtiles qu'il y a entre les termes. L'éducation et l'instruction participent de l'enseignement. Exactement. Ce qu'on enseigne à un enfant. L'éducation, c'est, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire, c'est en fait la mise en œuvre des moyens propres de toute nature pour former et pour participer au développement d'un être humain. L'instruction parle davantage de la transmission de connaissances, connaissances sociales, connaissances scientifiques, connaissances spirituelles. Bien. Voyez-vous, il semble que dans l'éducation, il est surtout question du savoir-être. Comment se tenir, qui nous sommes, comment nous comporter vis-à-vis des parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis des grands-parents. Ça, c'est l'attitude qu'un homme doit avoir et que l'on apprenait dans les rites initiatiques. Les rites masculins, les rites féminins, dans l'Afrique pré-esclavagiste. Quant à l'instruction, c'est davantage les compétences que l'on recherche, et ces compétences seront acquises grâce à la transmission des connaissances très précises, des connaissances techniques qui porteront sur des formations que l'on va faire à l'école républicaine. Et l'éducation de base, si on la reçoit à la maison, chez les parents, dans la société, au village, à l'époque, l'instruction, on la reçoit davantage dans les écoles de la République. Et l'éducation que la République apporte, c'est l'éducation civique, l'éducation citoyenne. Car si dans la famille, on apprend les valeurs familiales, les valeurs de son clan, les valeurs de son ethnie, dans la République, à l'école, on doit apprendre les valeurs citoyennes qui rassemblent tous les différents habitants d'un pays, puisqu'ils sont censés vivre ensemble. Donc, autant qu'ils partagent les mêmes valeurs. Donc, pour l'intégrer dans la société. Voilà. Donc, l'éducation dont il est question au niveau de l'école, c'est l'éducation républicaine, l'éducation civique, citoyenne. Mais l'éducation de base, celle qui doit donner à l'enfant les valeurs axiologiques, elle, cette éducation, elle est assurée par les parents. Par les parents. L'instruction, maintenant, c'est surtout l'école qui assure cela. C'est surtout l'école qui assure cela. Ce n'est pas les parents.
C'est l'école qui vous donne des compétences en histoire, des compétences en géographie, des compétences en compétences, des connaissances. Car la compétence et la connaissance, c'est aussi deux choses différentes. On peut avoir des connaissances et puis ne pas être compétent. Exactement. Mais quand on est compétent, généralement, on a quelques connaissances. Voilà comment je pourrais apporter donc quelques éléments de précision à la suite de ce qu'a dit le docteur Mutangu sur l'éducation, l'instruction, qui tous participent de l'enseignement. D'accord. Alors, docteur Mutangu, quand je prends de manière globale la définition, les définitions que vient de nous présenter M. Ngoumo, il fait ressortir deux cadres, d'accord? Il y a le cadre familial, ou la cellule familiale, d'accord, qui joue un rôle fondamental, mais également le cadre formel, celui qui est introduit, institué voilà, par l'État. Donc ça fait deux cadres. Alors, est-ce que ici, de la manière que M. Privat, M. Ngoumo nous a présenté effectivement ces deux cadres, on peut parler de complémentarité, ou alors c'est beaucoup plus un cadre qui est peut-être, j'ai envie de dire, qui prévaut sur l'autre. En fait, quel rapport on peut établir entre les deux cadres dans l'éducation ou la formation du jeune ou de la jeunesse gabonaise, pour coller avec notre contexte? Merci M. Yves Bouka et merci à M. Ngoumo pour tout ce développement très intéressant et surtout très, très cohérent. Mais effectivement, je crois qu'il y a une complémentarité, vous l'avez dit. Il y a même une symbiose entre... Il devrait y avoir une symbiose. En réalité, il y a une symbiose entre ce qui s'est fait à la maison et ce qui s'est fait dans le cadre institutionnel. Mais parce que l'enfant qui va à l'école, enfin, il appartient à un cadre familial. Et puis, lorsqu'il sort de ce cadre familial, il est remis entre les mains de l'État, donc les institutions. Il y a forcément complémentarité. Ça, c'est que ce soit dans la norme et même dans la réalité. Maintenant, ce qui se passe sur le terrain relève d'autres choses, parce que je ne connais pas une famille ou du moins un établissement ou un État qui peut faire la promotion, par exemple, de tout ce qu'on a vu là dans la bande, dans la capsule projetée. Il y a forcément complémentarité. Maintenant, ce qui actuellement pose certainement problème, c'est la façon d'implémenter ça sur le terrain, que ce soit du côté familial ou du côté des institutions. On en parlera certainement. Du côté des familles, d'abord, actuellement, bon, on dira, le reportage nous l'a signifié, hein, il y a comme une démission. Il y a comme une démission. Parce que les parents que nous sommes aujourd'hui, nous avons l'impression d'entretenir nos enfants autrement que comme nous avons été entretenus. Et là, ça pose quand même pour la plupart des gens, parce que moi, je suis toujours surpris de constater, par exemple, que notre société, hein, la question, par exemple, du redoublement devient un problème dans les familles. Tu n'es pas accepté du tout. Il y a ce problème. Et j'ai coutume de m'amuser de rigoler avec mes étudiants en disant, je ne comprends pas pourquoi nous, les parents actuels, un enfant qui est, par exemple, au niveau CP2, hein, je crois que ça a changé, la deuxième année ou quoi, on se sent obligé, par exemple, à cet âge-là, de lui prendre un répétiteur. Et je dis, mais si cet enfant qui est à niveau CP2 de l'époque, on lui prend un répétiteur, mais ça veut dire que de CP2 jusqu'en terminale, ça va être compliqué. Parce que si déjà au niveau du CP2, on sollicite le service d'un répétiteur pour accompagner l'enfant. Mais vous imaginez, c'est 1, C2, CM2, 6e, 5e, et ça pose problème. Or, c'est le travail que les parents faisaient, c'est-à-dire le relais, lorsque l'enfant revient à la maison à l'époque, c'était que les parents suivaient les cahiers, on ouvre les cahiers, et les parents se mettaient à nous faire réciter les leçons, les grands frères, les aînés et autres, et puis le processus, la symbiose était établie. C'est-à-dire l'enfant, le matin, quand il va à l'école, il a peut-être récité ses tables de multiplication. Il y a un suivi, quoi. La veille, il a récité les tables de multiplication à la maison. Quand il repart à l'école, le maître ou la maîtresse lui pose les mêmes questions, et puis après, il y avait donc un jeu, mais vraiment un jeu sain entre le cadre familial et le cadre institutionnel. Ce qui n'est plus tout à fait la situation. Bon, pour qui est suivi d'abord, moi je pense qu'on va d'abord un peu regarder ce cadre familial-là, sans tenir compte d'abord en fait du travail de suivi qui doit être normalement fait par les parents, les autorités, ce qui représente l'autorité dans le cadre familial. Alors, quand on regarde un peu effectivement ce cadre familial, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des préalables que ce cadre familial doit pouvoir en fait réunir pour que ce travail de suivi soit une réalité? Parce que
le suivi, quand on regarde aujourd'hui, on voit c'est cette démission parentale. Il n'y a plus effectivement ce suivi, en tout cas du moins s'il existe, il est devenu, j'ai envie de dire, quasiment marginal. D'accord? Mais est-ce que le cadre familial au Gabon, dans lequel évoluent ces jeunes-là, est-ce que c'est un cadre familial qui est, j'ai envie de dire, aujourd'hui, comme il faut, pour que ce cadre familial puisse assumer cette responsabilité, sa part de responsabilité, dans le suivi des activités scolaires des enfants, aujourd'hui? Quel commentaire on peut faire par rapport au cadre familial? Le cadre familial, parlons-en. Moi, je crois qu'il y a deux situations qui fragilisent le cadre familial dans le cadre de cette éducation qui pourrait commencer à la maison, de mon point de vue. Il y a d'abord il y a la mondialisation. Ce qui fait que nous, à l'époque, l'enfant, nous n'avons pas de téléphone. Bon, voilà, c'était pas forcément que nous étions, c'était une mauvaise chose. Nous n'avons pas de téléphone, nous n'avions, parfois c'est une télé pour toute une maison ou bien pour tout un quartier. Donc à notre époque, on n'avait pas voilà. les réseaux sociaux, on n'avait pas... Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Ouais. Donc l'enfant, les jeunes ont la possibilité de s'informer ou ailleurs qu'à la maison. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je crois qu'il y a aussi, il faut quand même, il faut le reconnaître, il y a peut-être aussi la condition sociale des familles qui, oui. Qui pourrait, de mon point de vue, poser problème. Pourquoi? Parce que de plus en plus la population s'appauvrit, plus on est d'abord voué, les parents sont d'abord voués à la quête de quoi manger. La subsistance. La subsistance. Oui. Et donc, on a tendance à voir des parents qui considèrent l'école, les grandes études, on se dit, bon... Les grandes études ne sont pas forcément une issue. Et parfois, il y a des parents aussi qui incitent les enfants à chercher à travailler plus tôt pour pouvoir accompagner, pouvoir s'aider eux-mêmes et éventuellement accompagner la famille. Donc, il y a aussi que, vous imaginez, on se met à la place des parents, un parent qui n'arrive pas à assurer 3 repas à ses enfants. Ce serait difficile de voir ce parent-là, supposons qu'il fasse des petits boulots ici et là pour pouvoir compléter. Mais ce même parent-là, à ce même parent à qui on demande de suivre l'enfant. L'enfant devient parfois même une charge. Et du coup, on se dit, bon, lorsqu'il atteint un certain âge, il est un peu musclé, il peut commencer à travailler un peu, peut-être pour se payer une paire de chaussures de par lui-même, parce que à la maison, ça devient compliqué. Mais cet enfant-là et cette condition-là font peut-être que... sans forcément le vouloir, il y a comme une démission, parce que la réalité est telle que, voilà, on veut d'abord sur le ventre, un ventre bien plein peut donner la possibilité d'étudier, on a coutume de dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Ouais. Donc moi, je vois un peu les choses sous ce angle. Bon, il y a aussi, il faut le dire, il faut qu'on l'assume, il y a aussi un certain laxisme parental. Et je reviens sur l'exemple de nous, les parents, qui ne voulons plus voir nos enfants redoubler. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Un enfant, vous aussi, lorsqu'on regarde les pédigrés de certains enfants actuellement, il a fait le CP1 ici, l'école A, CP2, école B, C1, et ainsi de suite. Et quand on pose la question, on dit non, mais le tourisme académique. Les conditions ne sont pas réunies, les maîtres ne sont pas assez formés et consorts, alors qu'en réalité, cet enfant qui quitte l'école A à l'école B, s'il a redoublé, il ne revient pas au CP1 à l'école A, à l'école B. On le fait changer d'établissement pour aller en classe supérieure. Mais c'est un enfant qui est habitué, il sait qu'il y a une situation qui va faire en sorte qu'il sera en classe supérieure. Mais c'est un enfant qui ne fournit pas d'efforts, c'est un enfant qui sait qu'il a du soutien derrière. Et donc, voilà. Parfois, on en vient à se poser des questions, de savoir, mais pourquoi X enfant de bonne famille, par exemple, peut se comporter comme ça? D'accord. Donc, en fait, si je vous ai bien compris, le phénomène de tourisme académique, comme moi j'aime l'appeler, fait que les enfants... voilà, n'ont pas compris la nécessité effectivement de combler leurs lacunes et à travers le fait de mais ce sont les parents, ce sont les parents qui financent le tourisme académique. Ouais. L'enfant n'a pas de moyen de changer d'établissement. Nous, on redoublait. Hein, c'était lorsqu'on n'avait pas gagné le mois ou à l'année, on était un peu sermonné à la maison. Et puis parfois on fait quelques punitions. Et ça faisait qu'on se dise non, mais les autres sont allés en année supérieure. Moi, je vais essayer pour l'année prochaine pour ne pas être un peu
derrière les autres. Donc, Oui, voilà, c'était des éléments de motivation qui faisaient que... Et puis le redoublement a été vécu à notre époque comme quelque chose qui nous touche dans notre ego et qui nous pousse effectivement à nous donner retranchement. Alors je vais me tourner vers M. Ngoumou, toujours sur le même aspect, pour parler un peu effectivement du cadre familial aujourd'hui qui n'arrive plus à assumer cette responsabilité dans le suivi des enfants. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce cadre familial aujourd'hui qui peut-être présente des caractéristiques qui sont de nature effectivement à ne plus permettre cela? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Le cadre de la jeune fille ou bien du jeune garçon aujourd'hui au Gabon est un cadre, j'allais dire, multidimensionnel et plurisocial. Il est en entonnoir. Le premier cadre, c'est le cadre familial. Il est intéressant de savoir aujourd'hui combien de foyers sont pourvus d'un père et d'une mère. Famille monoparentale. Posons déjà la question de la famille monoparentale avec ses conséquences. Ça, c'est le premier cadre. Je vais venir en détail sur cet aspect. Le deuxième cadre, c'est le cadre sociétal. Nous sommes des sociétés solidaires. Nous vivions au village de manière solidaire. Exactement. Il a dit, l'enfant recevait son éducation des parents, mais aussi de tout ce qui était dans le village. Son environnement immédiat. Bien. Or, nous avons quitté les villages pour la ville. Nous avons donc atomisé la société. Et donc, l'instruction, l'éducation que la société pouvait avoir sur l'enfant, c'est complètement dilué. Exactement. Le troisième cadre, c'est le cadre étatique. C'est-à-dire que à partir de 1986, lorsque la crise économique a sévi au Gabon, nous avons effectivement constaté que beaucoup de parents ont perdu leur emploi et n'ont plus été en situation d'assumer ce qu'on attend d'un parent. Et pour suppléer, les enfants ont été poussés à jouer le rôle des parents. Dès cet instant, vous voyez, il y a eu une désagrégation qui se produit à tous les niveaux. Revenons maintenant au niveau familial. Car l'enfant subit la confluence de tous ces échecs-là. Tous ces échecs-là, de façon simultanée. Ouais. Puisqu'il vit en même temps avec ses parents, en même temps dans la société et en même temps sous l'égide de l'État. Donc si ces trois niveaux-là sont défaillants, eh bien, il subit également ces défaillances-là. Les parents. Avant, l'enfant au village vivait avec ses parents. Ça pouvait être son père ou bien sa mère, ça pouvait être le frère de son père, ça pouvait être... En tout cas, il avait toujours une référence masculine qui donnait l'autorité. Donc, l'autorité était symbolisée par la référence masculine. Et puis, il avait la référence féminine, c'est-à-dire la mère, avec la douceur. Et ces deux références, pour lui, apportaient l'éducation. Un équilibre. Un équilibre. Un équilibre, si. Puisque l'Afrique avait compris que c'est par la complémentarité qu'on garantit la cohésion d'une famille, la cohésion d'une société. Et les rites qu'on pratiquait, les rites masculins, pour enseigner aux hommes comment se comporter, les rites féminins pour enseigner aux femmes comment se comporter, participaient justement de cette complémentarité des genres. Aujourd'hui, en ville, vous avez des foyers où le père travaille, la mère travaille, quand les deux sont ensemble. Qui s'occupe de l'enfant? C'est ça. Pendant l'absence. Le répétiteur. Le répétiteur. Ou bien dans les garderies. Les garderies. Bien sûr. Ce sont eux qui font office de répétiteur. C'est-à-dire que les parents, pour raisons professionnelles, ce que l'on comprend, ne peuvent plus, comme dans le temps, s'occuper des enfants. Donc ici, c'est quoi? Une conséquence de la société de consommation? Et bien sûr. Ah oui. Mais il faut pouvoir pointer ça du doigt et le dire très simplement. Si la femme et l'homme ont décidé d'avoir des carrières, de gagner beaucoup d'argent, l'impact sur l'enfant est là. Il n'y a plus quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Dans les sociétés scandinaves, eh bien, les femmes qui ont pourtant des diplômes d'ingénieur décident de renoncer Tout à fait. à leur travail d'ingénieur et élèvent aux enfants. Et ils sont payés, elles sont payées au salaire d'ingénieur. Si c'est l'homme qui décide de renoncer et de garder les enfants, eh bien, il est payé. Par l'État. Par l'État. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont compris l'importance d'éduquer. Les enfants. Parce que, comme il a dit, ce sont eux l'avenir. Si nous avons des enfants de mauvaise qualité, nous aurons une société de mauvaise qualité aussi. Donc là, il faut, soit par exemple, j'ai envie de dire, mère au foyer devient un statut. Un statut. Exactement. Un statut appréciable. Appréciable. Appréciable, oui. Et qui est valorisé par un salaire. Exactement.
C'est une mesure que nous pouvons prendre d'abord. Quand on pense qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de mère au foyer, c'est quelque chose qui est vu comme... c'est même péjoratif. C'est péjoratif, c'est dégradant. Dégradant, ouais. Ça fait penser au passé. Ouais. Elle n'a pas fait des études. Elle est là, elle garde les enfants, mais le travail qu'elle fait est un travail important. Donc une femme peut faire des enfants, les élever et puis avoir un salaire conséquent au prorata même des enfants qu'elle élève. Un État peut penser à ça. Nous, au Gabon, nous avons assez de richesses pour penser à ça. Donc ça, encore faudrait-il qu'aussi bon, on parle de mère au foyer, parce qu'il y a aussi la notion de père au foyer qui existe. Voilà. Mais je vais m'appuyer sur la notion de mère au foyer. Il faudrait aussi que le père qui est à côté aussi soit un homme responsable. Parce que, imaginons un scénario où une femme, elle décide de tout abandonner pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, et que puis du jour au lendemain, le père, qui est censé être le responsable de toute cette famille, décide, pour une raison ou une autre, de la virer, tout simplement, de les conduire, en oubliant que cette femme a tout sacrifié pour se consacrer à son foyer. Là également, je crois que... Mais le problème se pose avec beaucoup d'acuité quand la femme n'a pas d'emploi, au sens où elle n'a pas un revenu. C'est ça. Nous considérons qu'être mère au foyer est un emploi désormais. Et il y a un revenu qui est assuré au prorata du nombre d'enfants que la femme élève. Donc si un père indélicat, irresponsable, décide de se faire la malle, eh bien la femme garde des enfants, puisque les enfants, s'ils sont en bas âge, elle aura la garde des enfants, actée par une ordonnance du tribunal, et elle aura le salaire suffisant pour s'occuper de ses enfants. Donc cette question-là est réglée. C'est quand la femme n'a pas du tout de revenus. Oui. Et qu'elle est comme ça livrée un peu à elle-même et à son mari, que d'un instant où le mari décide de partir, eh bien elle se retrouve vraiment dans l'embarras. Ça, c'est dans le cas où nous avons le père et la mère qui élèvent l'enfant ou les enfants, mais qui travaillent tous les deux. Il faut quand même à un moment donné qu'on sache quelles sont les priorités de la famille, les priorités sociétales. C'est important. Le deuxième cas, c'est quand c'est un foyer monoparental. Il a dit, si c'est une femme qui élève 2 garçons, quand ils sont petits, ils ont 3 ans, la femme a toute autorité sur eux. Et même là encore. 2-3 ans, 2-3 ans, elle a toute autorité sur l'enfant. Lorsqu'ils ont 15 ans, ils commencent à avoir la barbe. Ils ont la voix qui mue. Ils sont costauds. Ils deviennent hommes. Mais elle a encore quelle autorité sur eux? Elle ne peut plus agir sur eux. Elle ne peut plus les impacter. Et dès cet instant, s'ils n'ont pas eu de formation, s'ils n'ont pas eu d'éducation de base, s'ils n'ont pas eu la référence d'un père, figure parentale, la figure parentale qui impose l'autorité aux enfants, mais ces enfants-là sont libres d'agir. Et là, des choix privés de ce foyer qui s'est séparé vont maintenant, ce choix va maintenant impacter la société. Parce que voilà maintenant 2 enfants qui n'ont pas été élevés dans un cadre familial, qui se retrouvent maintenant dans la société, dans la rue, et qui vont faire du tort à d'autres enfants qui soit sont à la même condition qu'eux, soit n'étaient pas à la même condition qu'eux, c'est-à-dire qu'eux ont eu la chance d'avoir le père et la mère qui sont occupés d'eux. Donc là, par exemple, là, si je vous ai bien suivi, les exemples, par exemple, d'enfants qui versent dans le banditisme et dans, par exemple, la toxicomanie, pourraient être issus ou bien sont issus de ce type de famille. Pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez avoir des enfants qui donnent une image sage à leurs parents, à la maison. Et quand ils sortent, eh bien, ils font des choses que les parents n'imaginent pas. Et là, nous parlons maintenant de la société. Je dis, c'est un cas dans notre noir. Donc, l'enfant, il a son père, il a sa mère à la maison, qui dispense une éducation de base. Mais l'influence sociétale, l'influence des réseaux sociaux, l'influence des amis, l'influence du quartier est beaucoup plus importante. Et là, l'enfant commet des actes que le père ne peut même pas imaginer que son fils poserait. Il est simplement surpris quand, soit à l'école, soit au commissariat, on l'appelle pour lui dire voilà ce que votre fils a fait. Exactement. Oui, donc ce n'est pas l'apanage des enfants qui n'ont pas forcément un père et une mère. C'est une question d'éducation. Il faut nuancer en fait. Voilà, c'est une question aussi de nature des personnes. D'accord. Mais dans une famille, vous avez 4 enfants, mais il y a peut-être 3 qui vont effectivement être bien élevés, et puis il y a toujours un qui ne joue pas le jeu, alors qu'ils ont bénéficié de la même éducation. Donc ça c'est le point qui renvoie à la société. Exactement. L'État, je finis là, même si vous avez dit qu'il fallait d'abord qu'on reste sur la famille, on pourra revenir sur l'État, mais le rôle de l'État, c'est de penser à réguler la société de sorte qu'il y ait une cohésion nationale. C'est-à-dire prendre des mesures pour que la société se porte bien. Et ne pas toujours dire que c'est une affaire qui concerne le privé, nous n'avons pas à nous prendre
non pas à prendre en charge cette situation, non pas à nous impliquer. Après tout, ça relève du privé. Je vais revenir par exemple sur le cas de la polygamie. Voyez-vous, la polygamie en fait est un régulateur sociétal. Quand les Africains ont conçu la polygamie, c'était justement pour éviter que certaines femmes se retrouvent sans mari. Le célibat des femmes est Oui, un grand problème. Bien sûr. Bien sûr. C'était un régulateur. Nous sommes dans des villages où, par exemple, les hommes arrivés en âge de se marier sont tous mariés. Exactement. Ils sont, par exemple, 50. Les jeunes filles arrivées en âge de se marier, sont là, elles sont 60. Comme vous le savez, il y a souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. C'est dû aux travaux que les hommes font, ils perdent la vie dans des travaux compliqués, c'est dû à la guerre, c'est dû à la chasse. Donc, dans la plupart des pays, généralement, on trouve une population féminine plus importante qu'une population masculine. Bon, voilà donc les 50 hommes en âge de se marier qui sont mariés avec les 50 filles jeunes. Et il y a 10 filles jeunes qui doivent se marier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question de fond. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on ne trouve pas une solution sociétale, ces jeunes filles vont vouloir trouver des solutions personnelles, Exactement. quitte à détruire Des foyers déjà. Ben, c'est clair. Ouais. Donc, la polygamie... Elles vont se débrouiller, comme on dit. Elles vont se débrouiller. Mais quand elles vont se débrouiller par rapport à elles-mêmes. Or, l'État doit pouvoir penser à la manière d'intégrer ces jeunes filles dans un cadre adulte où elles peuvent avoir une vie conjugale régulière. La polygamie permettait ça. Donc, on disait que sur les 10 hommes les plus responsables, vous allez devoir chacun prendre une femme. Et comme ça, vous serez mariés 2 fois. Et comme ça, toutes les femmes du village seront mariées et aucune va aller chercher le mari de l'autre de manière indue, en secret. Oui, et le mariage était officiel. Ouais. Et il y avait dans le village, effectivement, on va dire 40 hommes qui étaient mariés avec une femme, donc des monogames. Et puis il y avait 10 hommes qui étaient mariés en polygamie et avec chacun 2 femmes. Et toutes les femmes étaient mariées. Et on gérait les enfants. Et regardez, on gérait les enfants dans des foyers monogames. Exactement. Et dans des foyers polygames. Et dans la cour, ces enfants-là, qu'ils soient issus de foyers monogames et de polygames, avaient la même éducation. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. L'État, semble-t-il, a démissionné sur la gestion des foyers dans le cadre monogame et polygame. On laisse la gestion polygame, d'accord, à chaque homme, et malheureusement, certains n'ont pas la capacité d'assumer une polygamie. Qu'est-ce que l'État pourrait faire là, si jamais on préconisait cette solution? Parce que voilà, nous sommes là vraiment dos au mur face à toutes les dérives auxquelles on assiste. Alors, si jamais l'État prévoyait effectivement d'envisager ce type de solution, qu'est-ce que l'État pourrait faire? Alors, il y a le fait que si nous voulons lutter contre les foyers monoparentaux, où les femmes sont seules à élever leurs enfants, il faut que chaque femme au Gabon puisse avoir un mari. On va dire que les plus chanceuses sont en foyer monogamique, pour peu que l'homme soit un monogame correct. C'est-à-dire qu'il soit fidèle, qu'il n'ait pas de maîtresse, qu'il n'ait pas de tchisa, qui se consacre à sa femme. C'est une règle qu'il doit respecter. Bon. Maintenant, les autres femmes vont devoir se contenter de polygames. Mais dans ce cas, il faut légiférer sur la polygamie. Voilà, Quand vous lisez le Code civil, c'est un Code civil qui vient de France et qui légifère le mariage monogamique. Exactement. Mais rien n'interdit qu'en Afrique, nous puissions avoir une législation qui porte sur le mariage polygamique. Et quand on dit polygamique, c'est le mariage polygynique. Car dans la polygamie, vous savez, il y a la polyandrie, c'est-à-dire qu'une femme peut épouser plusieurs hommes, ça existe. Et il y a la polygynie, un homme peut épouser plusieurs femmes. Et comme la polygynie est souvent la plus visible, on associe donc la polygynie à la polygamie. Mais les femmes peuvent aussi avoir la possibilité d'avoir plusieurs maris. C'était possible. Bon, restons sur... c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est ça la polygamie. Maintenant, restons sur la polygynie. C'est-à-dire un homme peut épouser plusieurs femmes. Mais on légifère. Au Gabon, on a juste légiféré sur le nombre de femmes. 4 femmes. Officielles. Reconnues par l'État. Bon. Mais on ne dit pas comment on doit se passer la vie d'un foyer polygamique. Quel est, par exemple, le principe d'opposition qu'une femme peut avoir lorsque, sachant que ce mari a le droit d'avoir plusieurs épouses, elle peut néanmoins s'opposer à la femme qu'on veut faire entrer dans le foyer. C'est un principe d'opposition. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Ça n'existe pas. Il y a le principe d'équité.
L'équité, c'est que chaque femme doit pouvoir vivre selon un standing de vie qui correspond, d'accord, au standing de son mari, mais avec une équité. Ou, pour ce qui est de la popote, par exemple, eh bien, on ne peut pas donner à la femme qui a 4 enfants le même argent de poche qu'à la femme qui en a 2 ou bien qui en a 1. C'est ça le principe d'équité. Exact. Il y a le principe... Il y en a qui disent aussi au niveau des sentiments, on doit aimer de la même manière. On demande aux polygames de ne pas faire état de préférence. C'est le principe de non-préférence. C'est tous ces éléments-là qui vont garantir une polygamie saine. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser la polygamie au premier venu. C'est parce que justement, n'importe qui s'investit dans ce milieu qu'il donne après une triste image à l'institution. La polygamie, c'est pour les hommes d'une certaine stature morale, intellectuelle, physique, biologique. Charismatique aussi. Ah mais bien sûr, il faut voir tout ça. Et quand vous avez ces hommes-là qui arrivent à se hisser à ces niveaux de valeur, ils arrivent à gérer une polygamie. Et les femmes, d'accord, n'ont pas de raison à en vouloir à un homme qui est équitable, à un homme qui les respecte, à un homme qui ne fait pas de préférence, qui élève aussi bien les enfants de la première comme les enfants de la deuxième, qui accepte que, par exemple, une fois dans la semaine, chez une femme ou bien chez l'autre femme, tous les enfants se retrouvent, mais ça c'est possible. Simplement, beaucoup d'hommes n'ont pas les capacités d'agir ainsi, mais décident néanmoins de s'investir dans la partie la plus saine. C'est-à-dire la partie amoureuse, la partie sentimentale, la partie sexuelle. Oui. Donc, voyez-vous, c'est un point de législation qui peut être intéressant. Et moi, je crois que si on travaille là-dessus, on pourrait déjà réduire le nombre de foyers monoparentaux. Réduire. J'ai envie, c'est pas pour vous interrompre, couper la parole, j'ai envie que M. Moutangou nous donne un peu son avis. Comment l'État pourrait faire? Est-ce que, par exemple, si par exemple l'État venait à accorder des subventions aux foyers polygames, est-ce que vous pensez que ça pourrait être c'est-à-dire, voilà, on fait l'état des lieux et puis on voit des foyers polygames, parce que souvent la question financière pose problème. Beaucoup de gens se lancent dans la polygamie sans avoir les moyens financiers effectivement d'assumer cela. Alors, est-ce que si l'État venait par exemple à proposer une subvention pour les foyers polygames, vous pensez que ça pourrait être un début de solution? Mais, M. Bouka, je crois que le problème, M. Ngomo a commencé à le développer. Je pense que le problème est plus profond que cela. Ça mérite peut-être une réflexion, mais approfondie. Parce que là, c'est d'abord un problème de ressenti. Tout part d'abord un problème de ressenti. Et puis, comme l'a dit M. Ngomo, n'est pas polygame, ou du moins ne se lance pas dans la polygamie qu'il le veut. Mais la question que vous posez, elle m'a l'air un peu... Elle est subtile. Parce que si il y a une approche financière derrière, vous voyez que écoutez, toute la société, les hommes sont capables d'aller chercher une deuxième, troisième femme pour d'abord la question financière. Or, derrière tout ça, il y a toute une organisation qui devrait, comme l'a dit M. Ngomo, qui devrait pouvoir régenter un certain nombre de choses dans la société, notamment résoudre le problème des femmes seules avec les enfants et autres, et toute telle chose. Donc, je crois qu'il y a d'abord, au-delà de la question financière qui pourrait intervenir, il y a d'abord un travail de fond qui doit être fait. Il faut peut-être d'abord repartir dans nos sociétés. Ouais. Parce que moi, j'ai coutume de le dire, beaucoup d'entre nous ici sont nés parce qu'il y a eu la polygamie. Beaucoup parmi nous, dans la société africaine, il ne faut pas se mentir, la polygamie a généré beaucoup d'entre nous. Si ça se trouve, certaines mamans seraient des femmes isolées avec des enfants. Mais la polygamie est venue à régler ce tour de problème, parce que effectivement ça faisait que avec une ou deux femmes dans un village, c'est qu'il y a moins de femmes célibataires. Donc le risque de perturbation de l'équilibre du village par des femmes entre griffes demoiselles est quand même réduit. Oui. Je précise à nos téléspectateurs que nous insistons sur la notion de la polygamie, c'est pour mettre en relief effectivement le caractère important de la stabilité familiale. C'est très très important, parce que c'est de là. Toute l'instabilité auquel on assiste, c'est parce qu'effectivement, voilà. Oui, justement, si vous me permettez, puisque j'ai soulevé la question, peut-être expliquer davantage. La société africaine, telle que nous la connaissions avant l'esclavage, est une société matriarcale par sa civilisation. Elle est également animiste. Elle croit que l'âme existe dans le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne humain. Et c'est une civilisation qui considère que nous devons être une communauté solidaire.
Et dans ces solidarités-là, il fallait faire en sorte que chacun trouve son compte. Voilà la société africaine avant la pénétration coloniale. Bien. Ensuite, l'homme blanc arrive et il va déstructurer nos réalités sociétales. Il va les faire volontairement. Il va imposer sur le plan spirituel la religion chrétienne qui, elle, élève la monogamie comme étant le seul référentiel en termes de vie conjugale. C'est cela. Il y a donc une rupture entre une approche que nous avions, solidaire, où on pouvait avoir plusieurs femmes, et c'était régenté, de façon à ce que les femmes n'aient pas à se rebeller, car dans l'histoire africaine, on n'a pas appris que les femmes se sont levées contre la polygamie. On a vu en Occident que les femmes se sont levées contre le patriarcat. Et elles ont mis en avant le féminisme, parce qu'elles étaient écrasées. Mais pendant la polygamie, pendant tout le temps de la polygamie, on n'a jamais entendu dans l'histoire africaine que des femmes se sont levées contre ce système-là. Non. C'était un système qui était pensé à l'avantage de toutes les parties. Exactement. À toutes les parties. Mais voilà maintenant que la monogamie est élevée comme étant le système qualitatif de référence. Et donc, la polygamie est discréditée. Et que se passe-t-il? Les femmes, aujourd'hui, refusent d'avoir une deuxième épouse. Une coépouse. Une coépouse, qu'on appelle parfois à tort rivale. Elles refusent. Systématiquement, elles refusent. Bien. Mais l'homme a ses penchants. Et il va encore, pourtant, à l'extérieur. Il fait des enfants. Mais il ne peut plus assumer une éducation normale. Parce que la première femme refuse. Donc, le fait aussi qu'il y ait autant de foyers monoparentaux, où les femmes élèvent seules leurs enfants, tient à l'intransigeance maintenant des femmes dans une logique chrétienne de ces mêmes femmes, qui refusent la polygamie. Ouais. Voilà. Donc c'est un point qu'il faut souligner. Deuxième point, c'est que même dans cette monogamie, eh bien, les hommes ne sont pas fidèles au principe de la monogamie qui impose la fidélité. Voyez-vous? Bon, malgré pourtant le fait que beaucoup d'hommes monogames sont infidèles, on ne fustige pas la monogamie. On continue à la considérer comme étant l'élément référentiel de qualité. Exactement. Mais quand un polygame s'égare, on fustige, on critique, on jette la polygamie. Bon, nous devons avoir, je pense, une discussion, il a dit, une discussion sociétale, un débat de société sur ces questions, qui sont à la fois privées, c'est vrai, mais également qui impactent sociétales, parce que ça impacte la société. Et c'est l'État qui doit encadrer ce débat. Nous avons... Je me souviens, pour la petite histoire, il y a la fameuse loi Nzuba dans les années 80 qui avait fait couler beaucoup d'encre de salive. Oui, mais ça ne s'arrêtait que sur 4 femmes. En réalité, on ne dit rien sur l'ensuite. Moi, je pense que lorsque les Africains vont s'asseoir, ils vont dire, bon, nous avons reçu de la part de l'Occident le Code civil qui s'appuie sur une réalité de foyer monogamique. Ok. Mais nous avions nos traditions africaines, d'accord, qui acceptaient et la monogamie, et la polygamie, et même le célibat. Nous acceptions les trois, avec une préférence naturellement pour la monogamie, la polygamie étant un élément exceptionnel. Exactement. Ce n'était pas tout le monde qui était polygame dans un village. Bien. Mais comme le Code civil ne reconnaît pas la polygamie, peut-être faut-il aujourd'hui que nous légiférons après un débat de société. Que les femmes puissent avoir le débat entre elles sur la question, que les hommes puissent avoir le débat entre eux sur la question, que les hommes et les femmes ensuite se retrouvent pour dire voilà ce que nous pouvons faire pour notre pays, pour notre société, pour nos enfants. Voilà, ça c'est un débat de fond. Au-delà des égos. Au-delà des égos, au-delà des sentiments, au-delà du ressenti. Exactement. Mais il faut maintenant se poser la question de savoir, est-ce que moi, femme, quand je prends telle position qui me concerne, moi, ma vie, je veux me marier à moi toute seule, est-ce qu'en faisant cela, je ne porte pas un coup à la société dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et même à elle-même. Bien sûr, car tous ces foyers monoparentaux que l'on voit aujourd'hui, parfois vous allez vous rendre compte que cette femme-là, les enfants qu'elle a sont les enfants d'un homme marié. Exactement. Voyez-vous? Et il n'a pas joué son rôle comme il aurait pu le faire, par exemple en 1700 ou en 1800, quand la polygamie était acceptée par toutes les femmes. Donc il y a ce problème-là. Et puis il y a le problème aussi de responsabilité. Vous êtes aujourd'hui un couple monogame, vous avez le mari, vous avez la femme. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en termes d'éducation pour vos enfants? Est-ce que vous les laissez seuls avec Internet? Vous les laissez seuls dans la rue? Vous vous contentez de votre carrière? Ou bien vous prenez le temps pour suivre vos enfants? Ou bien est-ce que vous laissez un répétiteur faire le travail? C'est un problème de responsabilité parentale. Il ne faut pas qu'on assiste à cette démission-là. Voyez-vous, moi je pense que ces débats sont devenus urgents. Il faut que l'intelligence sociétale puisse réfléchir sur la manière de d'abord faire le diagnostic froid. Ici, nous avons abordé quelques aspects. Exactement. Quelques aspects. Et on a soulevé l'aspect de la polygamie. Mais c'est beaucoup plus vaste.
En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, monsieur, si je c'est pas pour vous couper, à côté de cette question, effectivement, sur l'organisation des foyers et autres, mais il y a aussi quelque chose qui... vous avez posé tout à l'heure une question sur... est-ce que c'est parce qu'on est les enfants sont issus de familles monoparentales que... Je dirais qu'il y a ça, puisqu'on a plus ou moins abordé la question, mais il y a aussi la société en tant que telle, l'organisation telle que nous concevons désormais notre société. Et là, je reviens sur l'approche traditionnelle, par exemple, des choses. Vous voyez, il y a quelques années encore, 2 ou 3 décennies en arrière, les parents, je crois que tout le monde, les gens de notre génération et ceux qui sont un peu plus âgés, savent attraper la machette, par exemple, savent ce qu'on appelle débousser, faire le muchaco. Donc voilà, on sait aller en bourse, on sait, mais ce sont des activités comme ça, par exemple, qui occupaient aussi les jeunes. Les jeunes que nous étions, nous, c'est vrai, nous ne disions pas que nous étions parfaits, qu'il n'y avait pas de débordement du temps où nous étions un peu plus jeunes. Mais vous avez, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, les parents vous regroupent, on vous demande de couper un peu du bois, on vous demande de faire un peu, et même à l'école, le travail manuel et tout, ça forgeait quand même une autre image. Parfois, il y a des amis qui n'arrivaient pas à terminer leur tâche, on venait là, en groupe, on aidait à débousser. Il y a aussi que la société, avec le développement qui allait vraiment... La fameuse mondialisation. La mondialisation, mais monsieur Yves, monsieur Ngomo, vous savez, à l'époque, nous avions dans tous les coins, tous les recoins de nos villages, des petits terrains de football, pour ne parler que de football, par exemple. Et les gens passaient, on s'occupait, après les cours, on s'occupait à jouer au ballon les week-ends. Donc, en fait, si je vous ai bien compris, vous faites ici allusion à l'oisiveté. Mais c'est ça. Et à ce moment, il faut saluer les efforts des nouvelles autorités qui, c'est vrai que c'est pas encore parfait partout, mais à travers la construction des espaces de jeu, des aires de jeu. Mais nous, les jeunes manquent de plus en plus d'endroits où se retrouver, distraction saine. Mais lorsque nous jouions, par exemple, le week-end au football, de 9h à 17h, ouais, ça fait que de 9h à 17h, on est concentré match tel quartier contre tel quartier. On joue, on dit, tant qu'on n'a pas atteint 50 buts, ça ne finit pas. Ça nous empêchait, d'une certaine façon, n'est-ce pas, de nous égarer dans des choses qui, peut-être, parfois, nous distrayaient, enfin, nous poussaient à faire autre chose. Or, aujourd'hui, mais moi, je suis toujours surpris, j'ai des jeunes enfants, mais le ballon, quand vous leur demandez, mais est-ce qu'il n'y a pas... Non, c'est pas... Bon, c'est pas de leur faute aussi, les espaces sont réduits, on construit partout, il n'y a plus forcément des aires de jeu ou bien des possibilités de s'amuser. Ou, par exemple, en province, les gens passent le temps dans les rivières. Quand c'est pas au football, ils sont en train de se laver à la rivière, on joue, et puis on s'occupe. Et donc, il y a aussi ces aspects-là qui font que qui poussent les jeunes vers l'oisiveté. Mais écoutez, l'oisiveté, c'est le vice, après qui s'ensuit. Vous avez des gens des jeunes qui sont orientés, qui sont éduqués par une société ou certaines sociétés, mais qui ne correspondent plus aux valeurs, à nos valeurs. Et on voit, c'est Internet, c'est des mauvaises compagnies. Donc en fait, les enfants, ils ne sont pas occupés sainement. Et là, comme disait le nom de cet écrivain français là, qui a écrit, c'est quoi le titre du livre là, il disait, en tout cas, l'oisiveté et la mère de tous les vices. Voilà. Et monsieur Bouka, pour terminer, pour chuter par là, mais vous et moi sommes enseignants. Mais même le rapport à l'enseignant a changé. Nous apprenons aujourd'hui, mais nous, on fouillait le maître. Lorsqu'on aperçoit le maître en dehors des heures de cours, si vous êtes sur le même chemin, vous apercevez le maître un peu, vous disparaissez parce que, bon, c'est le maître, c'est le père, c'est la figure tutélaire, c'est quelqu'un qui peut vous interroger, même un dimanche, il vous pose la question sur le cours, parce que c'est comme ça. Et les parents rentraient dans le jeu, c'est-à-dire que c'est les parents qui demandaient au maître parfois de punir quand c'est nécessaire et autres. Mais aujourd'hui, l'apprenant, le rapport à l'enseignant a changé. Parce qu'il voit l'enseignant comme son ami parfois, ou comme son adversaire. Et c'est inquiétant. Et lorsque vous haussez un peu le ton, voilà, l'étudiant, il s'est dit, bon, de toute façon, si je ne suis pas ici, je peux me retrouver. Il y a aussi ce phénomène qui est encouragé aussi par la prolifération des établissements à caractère commercial, il faut le dire. Où, voilà, parce que l'élève, ses parents payent la scolarité, et c'est sur la base de cette scolarité qu'on paye les enseignants. Bon, en tout cas, on fait tourner l'école. Ben voilà, volontairement, certaines autorités scolaires, en fait, réduisent drastiquement l'autorité de l'enseignant sur les apprenants.
En tout cas, c'est pour dire qu'effectivement, ce que dit M. Moutangou ici est vérifié. Moi, je l'ai vécu, Vous voyez, tout à l'heure, en off, vous nous disiez que dans l'établissement dans lequel vous officiez, hein, il y a une sorte de police qui a été mise en place. Ouais. Nous, à l'époque, c'était des surveillants. Nous n'avions pas besoin, c'était les surveillants. Et nous avions peur du surveillant parce qu'il fallait mettre le fooling, il fallait être foulé, il fallait être bien coiffé. Le proviseur, parfois, prenait la paire des ciseaux pour vous ramener à la raison et autres. Mais pendant 9 mois, on était obligé de se conformer, même si après les vacances, on était obligé. Le surveillant, c'était lorsque le surveillant est pointé devant l'établissement, alors tout le monde est obligé de faire, de se conformer à la norme. Ouais. Mais aujourd'hui, même la figure du surveillant elle a changé. Bon, l'élève est devenu. C'est le parent, lorsqu'on lance un peu le temps, c'est le parent qui intervient pour. Voilà, c'est compliqué en fait. D'accord. M. Ngomo, vous voulez. Non, je partage parfaitement ce qu'il dit. Je voulais approfondir le point que vous avez soulevé. C'est-à-dire que dans les années 80, 90, avant la conférence nationale, il y avait encore dans les établissements cette rigueur, cette sanction qui tenait droit les enfants. C'est-à-dire que nous avons été en fait éduqués à l'époque où cette rigueur et cette sanction nous tenaient droit. Mais quand le Gabon a connu la crise de 1986 et qu'il y a eu de moins en moins de moyens, quand il y a eu la conférence nationale qui nous a amené, entre guillemets, la liberté d'expression et la démocratie, il y a eu des conséquences. Quelles sont-elles? Si vous prenez par exemple la crise, l'État ne peut plus construire suffisamment d'écoles. Okay, avec des surveillants qui auraient gardé la même rigueur. Ce sont donc les privés qui se saisissent du marché. Ouais. Or, vous l'avez dit, le privé regarde l'argent qui rentre. L'argent qui est donné par le parent d'élève. Le parent d'élève qui instruit son enfant. Donc du coup, s'ils mettent trop de rigueur, eh bien, ce business ne marchera pas. Exactement. Donc il y a un relâchement de la discipline. Et dans ces écoles-là, effectivement, on constatait qu'il n'y avait pas autant de rigueur, autant de sanctions qu'à Bessieux, à lycée national Léon-Bas ou bien à l'Immaculée. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous constaté quand on était jeunes. Ces écoles ont commencé à exister dans ces années-là. On voyait la différence de formation. Bien. Donc, vous voyez, il y a déjà un relâchement à cause de l'État qui ne peut plus assurer la construction des écoles, des lycées, des collèges. Donc là, on est toujours dans le cadre étatique, là. Nous sommes dans le cadre étatique. Oui. Les différences de l'État. Et qui vont avoir après un impact. Parce que dans l'instant où l'État n'a plus été en capacité d'assurer, on va dire, l'offre scolaire, eh bien, les privés se sont saisis du dossier. Sauf que les privés n'ont pas la même logique que l'État. Les privés ont une logique lucrative. Ils ont besoin d'avoir de l'argent mercantile. Et à partir de cet instant-là, ils ne sont pas aussi regardants, car s'ils le sont, ils perdent le marché. Bien. Et donc, il y a un relâchement au niveau de la rigueur, un relâchement au niveau des sanctions. Maintenant, vous prenez l'autre aspect. L'aspect de la conférence nationale. Où, il faut dire, il y a eu beaucoup de grèves. Il y a eu beaucoup de grèves du personnel enseignant. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire qui n'étaient pas faites. Et quand il y a beaucoup de grèves, eh bien, ça impacte forcément. Les grèves, il faut le dire, que ce n'étaient pas des grèves, j'ai envie de dire, injustifiées. Parce que vous avez dit tout à l'heure... Je dis bien que les grèves sont justifiées. Lorsque Ngwangou montait au créneau, grand syndicaliste, que je salue, s'il me suit, lorsque Ngwangou, mon grand frère Ngwangou montait au créneau, lorsque Martin Labou montait au créneau, perd son âme, mais c'était pour que les choses changent positivement. D'accord? Mais il y a une conséquence. Chez nous, monsieur, lui, Patrick Mombo, le défunt. Voilà. Mais il y a quand même une conséquence. Parce que quand on fait la grève, eh bien, on ne fait plus cours. Les enfants n'ont plus de formation. Ils ne sont pas encadrés. Il y a un relâchement. On commence de moins en moins à respecter des professeurs ou bien des maîtres qui, en guillemets, sèchent. Voyez-vous? Bon. Et pour finir sur ce point, les enfants, avec les grèves, ont été abandonnés en fait à eux-mêmes pendant 1 mois, pendant 2 mois. Ces disciplines-là, en fait, il ne faut pas qu'elles se relâchent. Nous, pendant l'époque, c'est vrai, du monopartisme, les grèves n'existaient pas. On peut critiquer l'époque du monopartisme, c'est vrai. Mais l'impact, c'est que cette discipline faisait que nous avons été à l'école tout le temps. Exactement. Lorsque on n'était pas en classe, on était en salle d'études. Et on ne sortait de la salle d'études que pour aller à la maison. On ne traînait pas dans les bars. On ne traînait pas dans les bars. Si on vous trouve dans un bar, on vous arrête, on vous amène au poste.
C'était interdit. À partir de 20h, on ne veut plus voir un enfant en tenue ou bien un jeune circuler. Il y avait cette rigueur-là. Là, c'est l'État. C'est l'État. Rien n'empêche l'État de revenir à ces différentes règles. Rien ne lui empêche de le faire. Il n'y a pas longtemps, on avait interdit, par exemple, l'ouverture des débits de boissons dans les proximités des établissements. Il faut aller dans ce sens-là. Yeah. Il faut même interdire qu'un enfant qui n'a pas 18 ans prenne l'alcool. Il faut interdire ça. Dans certains pays, on dit présentez votre pièce d'identité et on vous donne l'alcool. Dans le cas contraire, vous n'avez pas le droit à l'alcool. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Quand les enfants prennent maintenant en 3e des stupéfiants, ils prennent la drogue, ils fument le chanvre, ils boivent, ils arrivent bourrés à l'école. C'est parce qu'il y a un relâchement. Ouais. Mais il y a un relâchement aussi de l'État. Il faut qu'à un moment donné, la force publique dise quelle société voulons-nous avoir. Exactement. Et quelle discipline devons-nous impliquer, quelle est la discipline que nous devons mettre en place pour impacter les enfants positivement. Ce sera dur pour eux au début, mais quand ils vont grandir, ils vont comprendre que c'était une bonne chose qu'on faisait pour eux. Donc voilà le rôle de l'État. Bien. Donc il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur les défaillances de l'État qui sont aujourd'hui à l'origine de ce qu'on constate. Du relâchement de la discipline, de l'inexistence de la sanction, du non-redoublement. Mais pourquoi ce relâchement? Est-ce que c'est seulement une question liée au manque de moyens? Je pense que nous sommes aussi trop victimes du mimétisme occidental. Il a un peu soulevé dans un de ses propos quand il parlait. Tout ce qui nous vient de France, nous l'appliquons. Or, en France, l'enfant est roi. En France, l'enfant est roi. Aujourd'hui, en France, les professeurs, les enseignants ont peur des élèves, des étudiants. Les rôles se sont inversés. Et ce qu'on constate en France, on est en train de le faire aussi ici. Désormais, ce sont les enseignants qui doivent s'adapter aux apprenants. Voilà, aux désidérateurs des apprenants et autres. Comme il dit, c'est compliqué. Parce qu'on est à la lisière de... Lorsqu'on veut sévir, on se dit, bon, on sera forcément convoqué quelque part, sanctionné, et puis on va nous retirer les bretelles, on va nous ramener à l'ordre en disant, attention, parce que oui, on veut bien, mais effectivement, il y a une question de société. Les sociétés ne sont pas les mêmes. On a pris l'exemple des pays scandinaves. En Asie, ils ont une approche de l'école qui est différente. On pourrait aussi avoir une approche différente avec nos propres canons. Et puis, mais l'aspect que vous soulevez là, moi j'ai même envie de dire que c'est depuis même dans les cadres familiaux. L'élément qu'on a regardé tout à l'heure là, la dame disait qu'avant, un enfant, dans son éducation, pouvait être puni, pas forcément par ses parents, mais même des personnes adultes de son entourage, où il a commis par exemple un impair, il pouvait être corrigé. Parce que l'enfant appartenait à la collectivité. Aujourd'hui, voilà, un enfant, s'il a commis un impair, si quelqu'un d'autre qui n'appartient pas forcément à son cercle familial le plus proche intervient pour corriger l'enfant, ça devient un problème. Je vous ai dit, c'est l'aspect sociétal. Je dis que l'enfant subit le cadre familial, le cadre sociétal et le cadre étatique. Bon. Là, maintenant, nous sommes sur le cadre sociétal. Nos sociétés ne sont pas des sociétés libérales et individualistes. Exactement. Nous sommes une société solidaire, voire même communautariste. Et quand nous étions au village, nous parlions la même langue. Nous avions la même culture. Nous savions ce qu'il y avait à dire à l'enfant. Donc, si le père n'est pas là, et que le petit frère du père est là, ou bien si la mère n'est pas là, et que la petite soeur de la mère est là, et que l'enfant fait une bêtise, il sera forcément sanctionné, parce qu'il y a une culture qu'il doit avoir. Il y a une éducation qu'il doit subir. On quitte les villages, nous venons en ville. Mais les villes sont multiethniques, les quartiers sont pluriethniques. Donc, comment maintenant vous allez pouvoir reproduire l'éducation sociétale sur l'enfant? Là, vous avez la maison d'un fils de Moabi. Ici, la maison d'un fils de Mbigou. Là-bas, la maison d'un fils de Lambaréné. Vous êtes tous dans le même quartier. Bon, l'enfant fait une bêtise. Est-ce que la bêtise est perçue de la même manière de la part des 4 ethnies? Les 4 groupes. C'est pas certain. Maintenant, si elle est perçue de la même manière, est-ce que un va accepter qu'une personne qui n'est pas de la famille une tierce personne tape l'enfant? Et quand il tape l'enfant, est-ce qu'il va pas taper plus qu'il ne faut? Voyez-vous, ce sont des questions fondamentales. Et donc, devant ces situations, peut-être que la société a préféré se laver les mains. Se récuser. Oui, mais avant, comment ça se passait avant? Avant, quand on était dans le village, on avait une société qui était culturellement homogène. Si l'enfant fait une bêtise, le grand qui a vu la bêtise tape l'enfant.
il sanctionne l'enfant. Il le met à genoux, il donne une punition. Et quand le papa arrive, on lui dit, voilà, ton enfant fait une bêtise. Il dit, ok, c'est parfait. Vous avez bien fait de le faire. Et l'enfant sait maintenant que quand il fait une bêtise, même si son père n'est pas là, Exactement. il subira la punition. C'est l'enfant de la société, de la communauté. La communauté était... Mais nous étions au village. Ouais. D'accord. Et le village de Massango, c'est un village des Massango. Le village des Zébi, c'est un village des Zébi. D'accord. Avec un ethos culturel qui correspond donc à l'ethnie en présence. Mais quand nous sommes maintenant dans les quartiers de Libreville, avec son caractère melting pot. Voilà. Ça rend la question beaucoup plus complexe. Difficile. L'hétérogénéité démographique. Donc, là aussi, il faut un débat. Voyez-vous, en fait, il y a beaucoup de questions africaines qui sont en suspens. Comme si on refusait d'avoir un débat, alors que ce qui nous vient de l'étranger, qui a fait l'objet de débats, parfois ne coïncide pas avec nos réalités, avec nos traditions. Donc moi, vraiment, j'interpelle les ministres d'enseignement supérieur, j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Culture, pour que dans notre pays, il y ait de plus en plus de débats sur ces questions à caractère sociétal. Et c'est à l'issue de ces débats que l'on peut sortir des revendications qui peuvent d'ailleurs finir en projet de loi, ou même en code civil. Car si nous voulons faire progresser notre civilisation africaine, si nous voulons la moderniser, c'est justement en faisant un débat d'actualisation et de réactualisation. Quelles sont les valeurs africaines qui sont fondamentales et que nous devons enseigner à nos enfants, des valeurs qui transcendent les âges, et quelles sont les valeurs contextuelles qui ne sont plus d'actualité, qui sont éculées et qu'il faut finalement mettre de côté. Et ainsi nous faisons évoluer la tradition. Parce que la tradition, elle évolue sur le fond, pas sur la forme. Ces débats-là, aujourd'hui, malheureusement, nous ne les avons pas. Très bien. Nous n'avons pas un débat sur le lévirat, nous n'avons pas un débat sur la polygamie, nous n'avons pas un débat sur l'éducation multi-ethnique d'un enfant. Je donne un exemple. Moi, je suis un écam. J'épouse une femme écam comme moi, avec qui j'ai 2 enfants. Je décède. Je meurs, ça arrive. Bon. Et puis ma femme, finalement, se remarie avec un pounou. Les écans sont patrilinéaires, sont patriarcats, avec une culture où on sait la place du neveu et la place de l'oncle. Les pounous sont matrilinéaires, matriarcats. D'accord. Cet enfant-là, les enfants maintenant qui vont vivre avec leur maman, parce que le pounou fera des enfants avec mon épouse. D'accord. Il y a les 2 enfants que je laisse, mais il y a peut-être les 2 ou 3 autres qu'elle va faire avec le pounou. Comment elle élève donc les 5 enfants? Exactement, c'est compliqué. Est-ce qu'on élève les 5 enfants comme les pounous? Et dans ce cas, ma famille, est-ce qu'elle va accepter que ma descendance soit élevée comme des pounous? Voici les questions de fond qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. On n'a pas de solution. Et donc chacun se débrouille comme il peut et les enfants sont perdus car il n'y a pas de repères. Or, d'où viennent les repères? Les repères viennent lorsqu'il y a eu une discussion, lorsqu'il y a eu un débat et que finalement on a dégagé une vertu dans une règle. Et on dit c'est cette règle maintenant qui va servir de gouvernail. Mais s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de règle et qu'on vit comme ça, les enfants sont perdus. Monsieur Ngomo, pour aller dans votre sens, juste 2 minutes pour chuter sur le thème. Oui, c'était pour ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. C'est peut-être le lieu aussi de féliciter et d'encourager. Il y a une structure, je crois, du côté d'AONG qui enseigne aux jeunes filles comment se comporter voilà, dans le cadre traditionnel et conscient. Malheureusement, j'oublie le nom, mais c'est vraiment l'occasion d'encourager ce genre d'initiative. C'est passé au journal, la première chaîne, sur comment la femme doit se comporter au foyer, les jeunes filles et autres. Mais vraiment, c'est des telles initiatives qui peuvent peut-être juguler un tant soit peu les phénomènes que nous décrivons aujourd'hui autour de notre jeunesse. Alors, donc, on va, voilà, puisque le temps qui nous est imparti est en train de courir à sa fin, alors, on a abordé la question du cadre familial. Bon, maintenant, il serait intéressant qu'on puisse aborder la question sur j'avais dit la partie formelle. Ici, je veux parler du système éducatif. Voilà. Ici, et tout à l'heure, M. Ngomo, vous l'avez dit, que voilà, on s'identifie de plus en plus aux valeurs occidentales. Et je crois que cette réalité, elle est également visible dans le système éducatif où même le matériel didactique que nous utilisons, d'accord, c'est pas un matériel didactique qui reflète nos valeurs à nous. C'est beaucoup plus une matière didactique, je parle par exemple des manuels scolaires, où ce sont les réalités européennes, françaises, occidentales qui sont véhiculées dans ces manuels-là. Et d'où l'objet effectivement du deuxième élément qu'on va regarder, donc la deuxième vidéo
que je demande à la technique de nous diffuser rapidement pour qu'on puisse revenir derrière. Plusieurs problèmes en lien avec le contenu des livres d'apprentissage ont déjà été dénoncés par les tuteurs d'élèves au Gabon. Le repérage des lapsus graves et le type de sujet abordé ne semblent pas correspondre à la réalité africaine, encore moins gabonaise. Les programmes scolaires du pays renvoient justement à l'identité de notre pays. Malheureusement, le constat il est amer. Jusque-là, les programmes portent sur les connaissances extérieures, ce qui empêche justement le jeune Gabonais à véritablement savoir ce qu'il est. L'année dernière, par exemple, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Gabon avait attiré l'attention du gouvernement et de l'IPN, Institut pédagogique national. La fédération exigeait le retrait de certains manuels utilisés ainsi que la production de livres scolaires appliquant et respectant la culture gabonaise à travers la réalité historique et socioculturelle. Actuellement, il y a une nouvelle collection appelée Super Efficace qui est parfaitement contextualisée, produite par les Gabonais avec des réalités socioculturelles gabonaises. Maintenant, il y a un vaste chantier sur l'élaboration des manuels scolaires authentiquement gabonais pour le secondaire. C'est un chantier lancé par Madame la ministre de l'Éducation nationale. Les contenus des livres de plus en plus occidentalisés devraient donc subir une réforme importante si l'on en croit les spécialistes. Tout ceci, non seulement pour la conservation et une meilleure version de l'histoire africaine, mais également pour le respect des valeurs culturelles du pays. Voilà, vous avez regardé avec nous donc cet élément sur lequel nous allons donc nous appuyer pour le dernier tournant donc de nos échanges. Alors, M. Ngomo, on voit des manuels scolaires qui sont utilisés dans la plupart de nos établissements, surtout au second degré, donc les établissements secondaires, d'accord, où ce sont des manuels produits, conçus par des conseillers pédagogiques français, des inspecteurs français, et puis, bon, quid des réalités culturelles gabonaises qui permettent à nos apprenants de s'identifier, de mieux comprendre les notions qui leur sont enseignées. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Le commentaire que je vais faire va nous ramener un peu très loin dans l'histoire. Vous savez, les Africains, les Kamites, dans l'Égypte antique, avaient deux écoles éducatives, deux instructions éducatives. Il y avait l'école qu'on appelait l'Aït Sebaït, c'est-à-dire le lieu de l'instruction, le lieu d'éducation. C'était en fait pour les enfants qui avaient 6-7 ans. Ça correspond un peu au collège, au lycée. Et puis il y avait la maison de vie, le Père Ankh, où là c'était vraiment des connaissances beaucoup plus complexes que l'on devait donner à l'enfant. Nous sommes là dans l'instruction maintenant. Et cela se passait dans des temples. Et il fallait surtout maîtriser l'écriture, Medunicher, il fallait maîtriser le hiératique, et il fallait conserver donc des manuels très importants. On voulait en fait faire là de grands fonctionnaires égyptiens qui maîtrisaient les mathématiques, qui maîtrisaient la géométrie, qui maîtrisaient l'agriculture, qui maîtrisaient donc la géographie et beaucoup d'autres sciences de l'époque. Et il y avait naturellement, comme il a dit, une complémentarité, il y avait une osmose. C'est-à-dire on passait de l'Aït Sebaït, c'est-à-dire la connaissance au niveau de la maison, l'éducation, au Père Ankh, c'est-à-dire la connaissance pour être un bon Égyptien, pour maîtriser donc les questions qu'à l'époque les Kamites traitaient, car les Kamites et puis Égyptiens, c'est la même chose. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce lien-là que nous avions établi depuis le temps immémorial a été rompu. Et ici, dans le cas du Gabon, ce lien est rompu parce que ce qu'on enseigne à l'enfant à la maison, ce n'est pas forcément ce que l'on retrouve à l'école, à l'université. Il y a une rupture. Pourquoi? Parce que, il faut le dire maintenant, les accords secrets de coopération que la France a fait signer le 17 août 1960 au Premier ministre Gabriel Léon Baminko. Ces accords disent clairement, dans la partie afférente à l'éducation, que la langue de travail, la langue officielle, c'est le français.
les Français ont refusé que nous ayons une langue nationale, et c'est à dessein. Et deuxièmement, les programmes éducatifs doivent être validés par la France. Ce sont eux qui initient les programmes, qui les élaborent et qui envoient ces programmes au Gabon. Quel est l'intérêt pour la France? Mais c'est que nous soyons toujours à la remorque, nous soyons toujours à leur botte, et que nous apprenons toujours ce qu'ils veulent qu'on apprenne. C'est du néocolonialisme. Et bien entendu, et bien entendu, c'est cela. De sorte que nos références, nous ne serons que des références françaises. Et nous aurons du mal à nous plonger dans nos réalités, parce que nous ne parlons pas la langue, pour apprendre, nous parlons le français, et nous n'avons pas accès à la culture que porte la langue, d'accord, africaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que la langue est le véhicule même de votre identité culturelle. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, là, nous attaquons les grands chantiers, qui pour certains sont impossibles à tenir. Ce sont des grands chantiers. Le chantier de la langue. Mon frère était un Massango, moi je suis un Ikan, vous êtes un Pounou. Eh bien, aucun de nous trois ne peut écrire un texte dans sa langue. Chacune de ces langues. Nos langues ne sont pas écrites, elles ne sont pas lues, elles sont juste parlées. Et encore, parfois elles ne sont même pas parlées. Première chose qu'il faut là, c'est faire en sorte que chaque langue du Gabon soit lue, soit parlée, soit écrite. Et les enfants, si ils sont d'un père Massango et d'une mère Pounou, ces enfants ont obligation D'apprendre les deux langues, avec les outils didactiques qui auront été rédigés avec ces langues-là. Il parle le français, oui, mais il va aussi parler sa langue. Parce que le fait qu'il soit métis lui donne la possibilité d'avoir deux cultures. Exactement. La culture de son père qui est Massango, la culture de sa mère qui est Pounou. C'est qu'il y a une richesse. Bien sûr. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'un enfant ne parle ni la culture du père, ni la culture de la mère, parce qu'il n'a pas les outils pour apprendre ces deux langues, il ne parle qu'un mauvais français. D'accord? Donc, première chose qui me semble fondamentale, ce sont les langues. La réhabilitation de nos langues pour leur donner un caractère académique. C'est important. Maintenant, quand nous avons la langue, c'est maintenant elle qui va véhiculer les valeurs, qui va véhiculer les savoir-être, qui va véhiculer les savoir-faire. Et donc, définir des contenus pédagogiques. Et le travail qu'il faut maintenant réaliser, qui est un travail compliqué, c'est voir quelles sont, dans ces différentes cultures aujourd'hui qui sont lues, qui sont écrites et qui sont parlées grâce aux langues, quels sont les invariants, les éléments que nous avons en commun et que nous pouvons enseigner à l'ensemble des jeunes Gabonais. Et les éléments qui sont en différence, demander à chaque Gabonais, jeune Gabonais, de respecter la différence, de ne pas la stigmatiser. Est-ce que vous voyez? Ce travail pour l'instant n'est pas fait. Pourquoi? Parce que nous sommes simplement en train de recopier ce qui nous vient de Paris. Quand on va arrêter de recopier et qu'on va entrer dans une logique endogène, eh bien la question de la langue va se poser, la question de la valeur, des valeurs qui sont véhiculées par la langue va se poser, et l'apprentissage de ces valeurs et de ces langues va se poser également. Et il faudra surtout, pour garder quand même une cohésion nationale, que nous recherchions dans chacune des cultures africaines, des cultures ethniques, les éléments invariants que l'on doit enseigner à tous les enfants. Et après, il y a la réalité du Gabon. Quels sont les programmes scolaires et éducatifs qui cadrent avec nos réalités? Aujourd'hui, est-ce qu'il est important pour les Gabonais d'étudier la philosophie grecque? Très bonne question. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il est important pour les Gabonais d'apprendre le latin comme langue morte? Est-ce que cela est utile? C'est vrai qu'il y a la connaissance générale, mais il y a aussi l'utilité. Parce que cet enfant qui a appris, par exemple, du latin, ou bien qui a appris la philosophie, quand il rentre et qu'il entend trouver un emploi, et qu'on dit que nous, on a besoin plutôt des professeurs de mathématiques, on a besoin des professeurs, par exemple, en agronomie, toi, tu as fait philosophie, tu n'es pas utile pour nous. Donc, il faut qu'il y ait une adaptation de la formation aux réalités de notre pays. Ce travail, malheureusement, n'est pas encore fait, tant que nous ne sommes pas libérés du diktat des accords de coopération qui sont encore en vigueur, car cela n'a pas été dénoncé par le gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais n'a pas encore dénoncé les accords de coopération. Bon, peut-être que ça va le faire dans les années à venir. Peut-être le contexte ne s'y est pas encore. Le contexte ne s'y est pas, mais il faut déjà commencer à réfléchir. Vous voyez, on a déjà des conséquences devant nous là. Les conséquences sont maintenant là. Elles sont là, nous les subissons. Donc plus nous tardons, et bien plus les conséquences vont s'aggraver. Donc il faudra commencer à voir quel est le problème de fond que nous avons. Si le problème de fond se situe à ce niveau-là, alors il faut commencer à porter à la racine
la solution. Moi, je vais peut-être passer la parole à mon frère, Moutangou, mais moi je pense que il va être de plus en plus urgent que si nous voulons avoir une éducation qui soit, entre guillemets, gabonaise, cette éducation s'appuie sur les langues des peuples du Gabon. Et ces langues aujourd'hui ont un caractère vernaculaire, elles sont juste parlées. Il faut maintenant leur donner le statut de langue académique, qu'on puisse les lire et qu'on puisse les écrire. Cela suppose donc qu'il y ait un alphabet, un formalisme, qui est donc l'orthographe respectée, qui est donc la syntaxe, la grammaire, qui est les temps de conjugaison, qui est tout cela. Car moi j'ai appris le français pas en étant à Paris, avec les outils, en étant à Bitam, en étant au Yem. Donc on peut aussi bien apprendre le Pounou, ou bien le Massango, ou bien le Ntoumou, on peut apprendre ça avec des livres. Ici au Gabon, encore faut-il faire ces livres-là. Et dès l'instant où on aura fait ces livres, il y aura donc les valeurs, il y aura donc les cultures, et il y aura les éléments invariants que nous pourrons enseigner à l'ensemble des jeunes Gabonais. Très bien. Alors, M. Moutangou, j'aimerais juste revenir vers vous rapidement. Alors, il a parlé de la langue, d'accord, comme élément de premier plan sur lequel on peut effectivement agir pour réformer en profondeur les contenus que nous enseignons à nos enfants. Vous, à votre niveau, quel autre aspect pouvez-vous mettre en valeur là maintenant pour effectivement proposer une piste de solution pour essayer effectivement de changer la donne par rapport au contenu que nous enseignons à nos enfants qui n'a rien à voir avec nos valeurs? Merci M. Bouka. M. Ngomo a détaillé la situation, a présenté la situation de manière globale en s'appuyant sur les langues. Moi je dirais, à côté de ce qu'il a dit, je dirais qu'il y a un travail de fond qui devrait se faire. Et surtout une prise en compte du réel travail des enseignants, chercheurs et des chercheurs. Je crois que dans ce pays, il y a quand même un problème avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Pas plus tard qu'il y a cela 2 jours, je regardais sur le net et puis on disait que les chercheurs gabonais, il y avait un article sur les chercheurs gabonais qui dénigrait un peu les chercheurs gabonais et autres. J'ai un peu rigolé. Parce que pour ne parler que de l'histoire, je dirais même de la géographie, et je crois qu'on en avait discuté ici, nous avons des collègues, par exemple, du département des sciences géographiques de l'Université Marbongo, qui ont recalculé, entre griffes, par exemple, la position de l'équateur. L'équateur est au niveau de l'Oyan. Et qui sont arrivés à la conclusion, par exemple, que l'équateur, là où l'équateur officiellement a été, là où l'équateur passe, laissé par les colons, en réalité, c'est en venant de Libreville, c'est 6 km avant. Les collègues ont fait ce travail-là. Il revient maintenant à l'État, par exemple, de s'approprier ça et puis de proposer autre chose. Nous, pour ne parler que du département dans lequel je suis responsable, donc le département des sciences historiques, mais l'histoire du Gabon, il y a des savoirs, les collègues et les étudiants produisent. Moi, j'ai par exemple posé la question à des amis avec qui on était à la fac, qui sont enseignants, sur les nouveaux programmes. Moi, je leur ai posé une simple question, je leur dis, je ne comprends pas l'organisation de ces nouveaux programmes. Moi, en ma qualité de directeur de département, je n'ai jamais été consulté sur la nouvelle production en histoire. Mais comment on peut donc faire? Peut-être que l'IPN a travaillé avec les collègues de l'IECH ou avec les collègues de l'ENS, je n'en sais rien, peut-être. Mais le département d'histoire, le département des sciences historiques à l'Université Marbongo, et là, il y a des nouveaux savoirs, il y a de nouvelles connaissances, par exemple, autour des résistances, autour de l'histoire précoloniale, autour de l'histoire même coloniale et post-coloniale du Gabon. Parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Nonobstant les colibets sur le fait que nous ayons des enseignants chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Non, nous cherchons. Il suffit d'aller sur la toile, nous publions au quotidien. C'est pas pris en compte. Ça. Nos travaux, ailleurs, nos travaux sont pris en compte. Aussi curieux que cela puisse paraître, dans notre pays, l'enseignant-chercheur et le chercheur sont quand même... voilà. Et c'est compliqué pour nous. Je vais chuter par là, mais vraiment, ce sont des approches... J'ai commis un article, je crois que je vous l'avais envoyé à une époque, dans lequel, à la suite de ce que certains collègues ont avancé, effectivement, noir sur blanc, c'est écrit, j'ai écrit qu'aucun esclave libéré n'a créé Libreville. Aucun esclave libéré. Alors qu'aujourd'hui, on continue à enseigner ça à nos enfants. Moi, je dis, en ma qualité d'historien, moi j'assume, je le dis, aucun esclave libéré n'a créé Libreville. Moi, je l'ai appris depuis l'école primaire, de toute ma scolarité. Libreville a été créé par les esclaves libérés. Libéré par qui? Débarqué du bateau Elysia. Alors, et donc je vais chuter par là pour montrer que ça nous reste pour inciter les décideurs à
reconsidérer quand même la position par rapport aux enseignants-chercheurs. Nous faisons des recherches, nous sommes disposés à mettre le fruit de nos recherches entre les mains de l'État, et afin que l'État propose aussi des approches plus locales. Alors, je vais annoncer à nos téléspectateurs que voilà, nous allons revenir la semaine prochaine sur cette thématique, parce qu'il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, M. Ngoumou, je vous donne l'occasion de votre mot de fin. Oui, on va terminer. J'ai terminé, mais juste pour dire qu'il a posé le problème de la validation académique. C'est-à-dire qu'il y a des esprits ici qui font la recherche, et on ne veut pas valider leur recherche pour que cela soit intégré dans les contenus pédagogiques. Pourquoi? Parce que tant que certains accords ne sont pas remis en cause, et tant qu'il y a ce complexe de l'assister qui veut toujours faire plaisir au maître qu'il a honoré, eh bien vous aurez toujours des personnes qui vont se dire « Ah, il vaut mieux ne pas fâcher. » Donc Paris, donc continuons comme avant. Et on va raconter le narratif, le récit historique qui ne correspond pas à la vérité. Moment de fin. C'est avec plaisir que je viendrai vendredi prochain pour poursuivre donc cette thématique. Il le faut. D'être achevée. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, malheureusement, le temps qui nous est imparti donc arrive à son terme. Voilà. Je vous remercie donc de votre aimable attention pour l'épisode de ce soir, donc l'émission de ce soir, pardon. Et on va vous donner rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette même thématique, parce que on n'a pas épuisé tous les paramètres qu'il fallait effectivement évoquer ici. Donc on va revenir la semaine prochaine sur cette même thématique. Donc pour l'heure, nous vous disons donc merci et à la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Voilà.